Nous sommes ici en plein cœur de la Guyane. Et si aujourd'hui j'ai revêtu le treillis militaire, c'est parce que nous allons partager la vie des forces armées en Guyane, et plus précisément celle des médecins militaires. Ils sont médecins, infirmiers ou auxiliaires sanitaires et ce sont eux qui sont en première ligne face aux urgences hors normes de ce territoire. La Guyane, le plus grand département français, est recouverte à 90% de jungle. Une forêt luxuriante qui est aussi le terrain de jeu favori des trafiquants de drogue et des chercheurs d'or illégaux. Des situations à risque auxquelles l'armée et ses médecins doivent se préparer lors d'exercices plus vrais que nature. Avec eux, je vais apprendre les gestes de sauvetage au combat. T'as mal quelque part à part les jambes? Vivre leur quotidien. Après avoir marché des heures dans la forêt, c'est presque bon. Hein. Je partagerai les gardes mouvementés qu'ils effectuent aux urgences civiles. Le médecin qui peut venir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a convulsé parce qu'une boulette de cocaïne s'est percée dans son intestin? Tout ce qu'on voit là, ce sont des petits sacs, mais c'est incroyable quoi. À l'issue de cette immersion, une mission réelle au cœur de la forêt pour aller débusquer les orpailleurs illégaux. On se rapproche du village, donc restez derrière moi. Ces médecins en uniforme sont les héritiers d'une pratique médicale forgée au fil des siècles sur les champs de bataille. Des premières ambulances militaires jusqu'au balbutiement de la transfusion sanguine. Nous allons vous raconter les destins hors normes de ces pionniers de la médecine moderne. Il propose qu'il se lave les mains. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Il entend toute une série de bruits. Des bruits du poumon et des bruits du cœur. Le stéthoscope était né. Des histoires étonnantes. Ça reproduisait l'inspiration et l'expiration. Des expériences insolites. Des aventures de médecine. Mon immersion commence par une urgence. Je quitte Cayenne avec Magali et Michel, infirmières et médecins militaires, pour une évacuation sanitaire en hélicoptère. L'appel provient d'un groupe de légionnaires. L'un d'eux vient de se blesser gravement en pleine jungle. On a eu un message d'un groupe qui est actuellement en forêt avec un traumatisme a priori grave d'un membre inférieur. Pour le moment, j'ai aucun détail sur ses fonctions vitales. Le temps est compté. C'est une fracture ouverte avec un important risque hémorragique. L'hélicoptère n'est jamais équipé à l'avance, alors il faut transférer à bord tout le matériel médical. On part sur une fracture ouverte de jambe. Allez, on y va. C'est une forêt incroyablement dense que nous survolons. L'hélicoptère est le seul moyen d'y intervenir en urgence. Le principe d'aller chercher les blessés au plus vite pour augmenter les chances de survie est un principe de base de la médecine militaire, mais aussi de notre SAMU civil. À l'origine de cette idée, un médecin militaire qui est devenu une légende, Dominique Larrey. Septembre 1792. L'armée révolutionnaire française attaque les Autrichiens en Rhénanie. Les canons font des ravages, les blessés tombent et se vident de leur sang. Aucun médecin militaire ne vient les chercher. Ils sont tenus de rester à l'arrière, dans l'hôpital de campagne. À l'époque, c'est la règle. Les ambulances devaient attendre la fin des combats pour aller chercher les blessés. Autrement dit, ils allaient chercher de la viande morte. C'est un jeune homme de seulement 26 ans qui va bouleverser l'ordre établi. Dominique Larrey est un tout jeune chirurgien. Ce jour de 1792 est sa première bataille au sein de l'armée révolutionnaire. Ce carnage lui est insoutenable. Il n'a pas prêté serment pour regarder mourir les soldats. Alors son instinct l'emporte sur le règlement. Il n'y tient plus, il demande à les aides de l'accompagner et il va chercher les blessés, il pense les plus urgents. Il a pris des risques, il a ramassé les gens sous les balles. Ce jour-là, le jeune chirurgien rebelle sauve des dizaines de blessés. Son acte de bravoure est salué par sa hiérarchie. Et on va lui donner une petite pension, mais surtout, on va lui donner les plus grands éloges. Mais Dominique Larrey ne se contente pas de ces éloges. C'est le règlement qu'il veut changer. Les services de santé devraient intervenir pendant les combats, au plus près du front. Il comprend que c'est dans cette rapidité d'action qu'on va pouvoir tirer d'affaire bon nombre de tous ces soldats. Mais comment faire venir l'hôpital jusqu'au champ de bataille? Revenu des combats, le jeune Larrey va plancher sur la question.
il imagine des véhicules capables de voler au secours des blessés. Et il a eu l'idée, pour être efficace, des ambulances volantes. C'est une ambulance légère, autant l'hôpital était lourd, c'était une petite carriole. Une carriole tirée par des chevaux pouvant se déplacer rapidement. Et dans ces voitures, on mettait de 2 à 4 blessés et la voiture repartait pour ramener le blessé à l'arrière où il pouvait être soigné. Pour ce projet novateur et ambitieux, le jeune Dominique Larrey va bénéficier d'un illustre protecteur. Et là, Dominique Larrey va présenter ses ambulances à Bonaparte. Bonaparte sent tout le potentiel de ce chirurgien audacieux. Sa campagne d'Italie sera le baptême du feu pour les nouvelles ambulances. Il met ses ambulances au plus près, et puis lui, il va, avec ses infirmiers, chercher les blessés. Il les ramène soit en brancard, soit à dos d'homme. Dans l'ambulance, tout le matériel médical nécessaire. De quoi prodiguer les premiers soins sans perdre de temps. Puis le véhicule repart vers l'hôpital de campagne où le blessé peut être opéré. À l'époque, l'acte de chirurgie est rapide, efficace et radical. Les blessés par balle s'infectaient très rapidement. Il faut tout de suite lutter contre l'infection. Et pour l'arrêt, lutter contre l'infection, quand il y a un dégât au niveau de la jambe, ça ne peut être que l'amputation de cuisse. Rapide, il paraît qu'il faisait des amputations en moins d'1 minute. Formidable. Dominique Larrey vient d'inventer la médecine de guerre moderne. C'est un véritable SAMU militaire. Il invente le SAMU militaire pour porter secours aux soldats. La méthode Larrey est une révolution. Mais le chirurgien ne va pas s'arrêter là. Couvert d'honneur par Napoléon, le nouvel empereur, Larrey devient en 1812 chirurgien en chef de la Grande Armée. Pendant 15 ans, il est de toutes les campagnes napoléoniennes, rivalisant d'ingéniosité pour s'adapter aux conditions locales. Il avait trouvé qu'il y avait des chameaux en Égypte, donc on mettait un sac qui pendait de chaque côté, ça permettait de transporter 2 blessés avec un seul chameau. Bataille après bataille, Larrey risque sa vie pour sauver des hommes. Le chirurgien héroïque devient un mythe vivant dans les rangs de l'armée. Non seulement c'était un grand chirurgien, mais en plus je crois qu'il aimait les gens. Car le médecin de guerre est aussi un humaniste convaincu. En 1813, à l'issue d'une bataille en Autriche, Larrey se voit amener un prisonnier ennemi, gravement blessé. Fidèle à ses principes, Larrey s'empresse de soigner l'homme, sans tenir compte de son uniforme. Eh bien, ça va lui sauver la vie à notre Dominique Larrey. Le jeune soldat se révèle être le fils du maréchal Blücher, commandant en chef de l'armée prussienne. 2 ans après cet épisode, à la débâcle de Waterloo, Dominique Larrey est fait prisonnier. On allait le passer par les armes. Quand arrive le maréchal Blücher lui-même, qui reconnaît Larrey, Larrey qui avait soigné son fils à une bataille précédente, il dit « c'est Larrey, surtout ne tirez pas !» Non, pas lui. À cause du respect qu'il inspirait. Dominique Larrey aura été sauvé par son humanisme. Il meurt à 76 ans, resté jusqu'au bout fidèle à la mémoire de l'empereur. Les siècles suivants feront de lui une légende. Il est le précurseur de la médecine d'urgence. L'idée d'aller au-devant, l'idée d'aller à la rencontre des blessés graves. Dominique Larrey est le père, on pourrait dire, du SAMU actuel. Après 20 minutes de vol, nous arrivons en vue d'une clairière où nous pouvons atterrir. Les soldats y ont transporté le blessé. Sous des trompes d'eau, nous courons vers la patrouille de légionnaires. L'homme qui nous accueille est médecin. Ici, c'est la règle. Aucune mission dangereuse ne part sans personnel médical capable de prodiguer les premiers soins. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme de 26 ans qui souffre d'une fracture ouverte du tibia. En fait, c'était une il souille un tas de bois, il dégringole, et là, apparemment, il était lourdement chargé, et il s'est cassé le tibia droit. D'accord. Quand l'Oxfam l'a pris en charge, il y avait une hémorragie vraiment conséquente avec un saignement artériel. D'accord. Il a tout de suite posé le garrot qui a considérablement amélioré l'hôpital. D'accord. Le garrot qui a été posé pour empêcher l'hémorragie ne doit pas rester serré trop longtemps. Il faut gagner l'hôpital en urgence.
Magali, tu refais un check complet des constants. Délai sur zone, si on est bon, dans 10 minutes on est redécollé. 10-15 minutes on est redécollé. On va immobiliser le membre inférieur, on le coquille et puis on est parti. Je fais juste un petit tour vite fait au niveau thorax. L'équipe vérifie le rythme cardiaque car le blessé a perdu beaucoup de sang. Il a même fallu le perfuser pour maintenir une tension correcte. C'est vous qui avez techniqué le patient, comme on dit dans le jargon médical, c'est-à-dire l'avoir préparé avec tout ce que vous aviez injecté, la morphine, etc., pour attendre des secours. Exactement, on déroule un processus complet qui nous permet de stopper une à une les différentes urgences possibles. Et puis après, bien sûr, de le mettre en condition d'évacuation sommaire avant que nos collègues prennent le relais. Prêt, levé. Posé. Tout ce que vous venez de voir est un exercice, une simulation. Ces exercices dans des conditions réelles sont indispensables pour maintenir l'efficacité de ce système. Cette organisation de la prise en charge du blessé sur les lieux de l'accident jusqu'au bloc opératoire est l'une des meilleures du monde. Elle a permis de sauver des centaines de vies sur le théâtre des opérations. Donc je suis le lieutenant-colonel Catelin. Je travaille à l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne au sein du bureau renseignement. Je suis en service dans les armées depuis 39 ans, bientôt. Voilà, plus près de la retraite que du départ. 39 ans chez les chasseurs alpins. C'est l'engagement de toute une vie. Laurent Catelin y aura laissé une partie de lui. S'il peut aujourd'hui assurer sa routine sportive, son travail à la brigade, c'est grâce à 2 prothèses. Il est doublement amputé en dessous du genou. En enfilant une prothèse, oui, je me rappelle que je suis blessé de guerre, mais une fois que les prothèses sont mises et que je suis en pantalon, personne ne voit rien et je suis normal, quoi. Bon, il en restera toujours des traces, hein, faut pas rêver. Hein. Blessure de guerre, c'est pas des accidents comme dans la société, quoi. C'est inimaginable, en fait. Le lieutenant-colonel est debout. Il le doit à une chaîne de secours qui a fait ses preuves. Afghanistan, 4 août 2011. Laurent Catelin assure une mission de reconnaissance. À 21h, son convoi de 3 blindés, 10 VAB, est sur le chemin du retour. À côté de moi, dans le VAB, sur ma gauche, il y avait le traducteur afghan et le transmetteur face à moi. Une mission a priori sans risque majeur. Et pourtant... En 1 millionième de seconde, il y a le bruit d'une explosion, 40 kg d'explosifs. Il y a le véhicule blindé qui est soulevé du sol avec les essieux qui sont éjectés. Et on retombe au sol. Donc moi, je me suis retrouvé couché sur les munitions, avec des douleurs terribles. Et puis on se dit, mais j'ai les pieds arrachés. La première impression que j'ai eue, c'est les pieds arrachés. Tout le monde crie là-dedans. Et puis le transmetteur, lui, il avait très mal au dos. Mais comme c'était le plus valide, c'est lui qui a fait les premiers soins. Son premier geste, c'est de poser 2 garrots sur chacune des jambes. Réflexe salvateur, car ces multiples plaies vident le lieutenant-colonel de son sang. Le soldat demande dans la foulée une évacuation par radio. Depuis l'arrière du convoi, un auxiliaire sanitaire parvient à les rejoindre. Lui injecte de la morphine, pose des pansements, 3 garrots supplémentaires. Commence une douloureuse attente. Le plus dur, c'est de rester réveillé, ouais. Il faut se battre, hein, il faut se battre. Les paupières pèsent 1 tonne, les paupières. Il faut les soulever, on a hyper soif, on n'a pas le droit de boire, il faut se battre contre tous ces éléments. On a hyper froid, la civière amène le sol, il fait nuit noire, en Afghanistan, il fait froid, quoi. Et c'est là où ceux qui sont autour de nous sont importants, parce que tout seul, à mon avis, l'instinct de survie, il a ses limites, quoi. Je pense que tout seul, on y reste. Ah, je me souviens bien. On se dit, bon allez, c'est fini, hein. C'était limite, quand même. Hein. Car l'hélicoptère a d'abord été refusé, la zone n'étant pas sécurisée. Il arrivera finalement 2 heures après l'explosion, pour transférer le lieutenant-colonel vers la base de Kaboul. Dans l'hélicoptère, il y avait un urgentiste, un médecin urgentiste, qui elle, a réussi à me récupérer pour me maintenir jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Parce qu'en fait, il y a un message qui est parti comme quoi j'étais mort clinique quand même. Donc elle a réussi à me maintenir le temps du trajet. Et en 20 minutes, l'hôpital il était prêt à me recevoir. La première chose qu'ils m'ont faite, c'est me transfuser. J'ai eu 15 poches de sang. Laurent Catelin a pu ensuite être rapatrié par avion médicalisé. 36 heures seulement après l'accident, le voici en France, à l'hôpital militaire de Percy, filmé par une équipe de France 2. 6 jours, il reste dans le coma, entre la vie et la mort. Au réveil, ses pieds sont toujours là, mais l'onde de choc a broyé le moindre de ses os jusqu'au genou. Pendant 2 ans et demi, il a tenté de sauver ses jambes, avant de se résoudre à l'amputation. Cette prise en charge du premier geste d'un soldat jusqu'à l'œuvre du chirurgien est l'une des plus efficaces au monde. Nous, on est militaires, donc on sait pourquoi on s'engage et on sait pourquoi on y va, mais le fait
d'être dans cette structure française de chaîne de santé nous permet de partir beaucoup plus sereinement. J'en ai tellement vu quand j'étais chef du centre d'opération que j'en ai des dizaines de blessés, on a ramené, donc je sais que c'est efficace. Ils m'ont sauvé la vie. Très clairement, ils m'ont sauvé la vie. Jamais tu te sens pas bien, tu nous le dis, hein. L'exercice d'évacuation continue. Tout le monde joue le jeu jusqu'au bout. C'est la seule façon de tester ses réflexes en conditions réelles. Pour l'instant, c'est positif. Il a fallu à peine un quart d'heure pour que le blessé soit récupéré. Un petit tour de constante avant le départ. Au niveau SAT, on est plutôt pas mal, on est à 99%, donc on va ôter l'O2 là, s'il te plaît. Ok. T'as tes seringues de prête, Adré et... Ok. Là, vous êtes en train de le stabiliser avant de démarrer, c'est ça? Voilà, en fait, parce qu'après, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de communication, en termes de gestes techniques, donc on fait vraiment le maximum avant le décollage. Et une fois qu'on est OK, on voit le commandant de bord et puis on est parti. Jusqu'à l'arrivée à Cayenne, qui marquera la fin de l'exercice, les médecins vont contrôler en permanence les constantes du soldat, notamment son rythme cardiaque, à l'aide de ce scope électronique. Dans le vacarme de l'hélico, cet appareil prend le relais de l'instrument fétiche de tous les médecins, le stéthoscope. C'est probablement l'instrument médical le moins impressionnant qui soit. Pourtant, en permettant d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps, le stéthoscope a révolutionné le diagnostic et donc la rapidité de la prise en charge médicale. Et ce stéthoscope a une histoire incroyable. On la doit à la curiosité d'un médecin du 19e siècle, le docteur Laennec. J'avalerais bien quelque chose, tac. Silence, petit. C'est l'outil indispensable à l'auscultation. Un objet familier, presque banal. Cœur tonique et sens de rythme. Pourtant, derrière l'invention du stéthoscope se cache une histoire méconnue, un véritable conte. La rencontre fortuite de deux enfants et d'un médecin un peu austère. Ouvrez plus grand. Le docteur René Théophile Laennec est préoccupé. De quoi souffre donc cette jeune patiente, dont il n'arrive pas à saisir les symptômes? Il essaye d'écouter son cœur, mais elle a plusieurs épaisseurs, comme un oignon avec plusieurs gilets autour d'elle, et il n'entend rien. Et pourtant, il voudrait entendre son cœur parce qu'il est certain qu'elle a une maladie du cœur. Difficile à l'époque d'oser déshabiller ses patients pour les ausculter. Alors pour poser un diagnostic, il reste des gestes limités. Dans le thorax, on peut le palper. Bon, il ne se passe pas grand-chose. On peut le percuter pour voir le liquide, par exemple, oui. Quelquefois, on mettait la tête et l'oreille. Et puis, en fait, c'était pas très précis. Et la précision, c'est justement ce que recherche Laennec. Le jeune médecin de 36 ans est méthodique et intransigeant. C'est un breton, émacié, un peu timide, rigoureux. Comment mieux entendre le cœur de cette patiente? Pour Laennec, cette question tourne à l'obsession. Jusqu'à ce jour de septembre 1816. Au détour d'une ruelle parisienne, la Providence lui sourit. Et voit des enfants qui s'amusent avec une poutre, et puis l'un qui gratte d'un côté et l'autre qui met son oreille de l'autre. Ils entendaient, au fond, un son très particulier, très amplifié. Et Laennec observe. Il observe, comme bon médecin, il observe, et il enregistre. Tiens, c'est curieux. Et c'est là où il a l'éclair. Avec le même principe, ne pourrait-on pas entendre amplifier les bruits du cœur et des poumons? Laennec court chez sa patiente. Il prend quelques pages, il les tourne ensemble pour faire un cornet, il pose le cornet sur la poitrine de la dame un peu dodue, et là, il entend rouf-tata, rouf-tata. Eh bien, c'est le rétrécissement mitral, il entend le cœur de la dame. Le stéthoscope était né dans son principe. Le phénomène acoustique est là. Il suffit à Laennec d'en améliorer le procédé. Le rouleau de papier devient un instrument en bois démontable. C'est lui qui était un très ingénieux qui est passé au stéthoscope en bois, de l'hêtre ou du cerisier, paraît-il. Alors, professeur Alain Deloche, vous êtes chirurgien cardiaque, vous opérez, mais il faut quand même écouter un cœur avant. Et alors justement, on a ici le stéthoscope de Monsieur Laennec, le premier stéthoscope qui a été fait. Il était quoi? Émotion, hein. Émotion. Vous en êtes pas servi, vous êtes plus jeune que ça quand même. Alors donc avec le stéthoscope, et on entend quoi? Alors, peut-être qu'on peut illustrer un peu les choses. Vous allez me faire écouter les bruits du cœur. C'est pas un examen de passage, c'est juste gentil. une illustration
en pensant à l'AENEC. Écoutons le premier son, tout simple. Ça pourrait être considéré comme normal. Si vous le dites. C'est normal. D'accord. Voilà, c'est très bien, Michel. Bah voilà, ça, on va enchaîner, on monte un petit peu. Là, c'est très impressionnant, ce qu'on entend. Bon, alors, pour moi, il est normal, là aussi. Non, là, l'intensité du deuxième bruit est bien plus forte. C'est un petit coup de canon. Ah oui, le deuxième bruit. Et claqué, on dit. Dans le cas précis, c'est l'hypertension pulmonaire. Allez, le prochain. Allez, le prochain. Ça, c'est un souffle. Voilà, ça, c'est un souffle. Un bruit de soufflet. Mitral? Non, mais quel temps? Quel temps? Bah, quel temps? Systole ou diastole? Systole? Systole! Systole, c'est-à-dire la contraction du cœur. C'est le souffle systolique d'une insuffisance mitrale. Donc mitrale, la valve du côté gauche entre l'oreiller gauche et le ventricule ventricule gauche. gauche. D'accord. Ok. Encore? Alors, encore une. Là, ça, c'est quoi? Rouftoun tata? C'est Rouftoun tata? Je me souviens à la fac, les profs nous disaient c'est Rouftoun tata. Mais la certitude est faite. Rétrécissement mitral? Bah, évidemment. Donc rétrécissement. Non, mais Michel, c'est bien, de bons restes. C'est pas mal, hein? De très bons restes. Non, mais ce qui est fou, pour pouvoir entendre tout ça, il fallait une oreille incroyable. C'est presque une oreille. Non, c'est une formation, l'oreille. C'est comme le solfège. Ça s'apprend. Et apprendre à écouter, c'est ce qu'a dû faire l'AENEC. Chef de service à l'hôpital Necker, il passe ses journées au chevet de ses patients, armé de son stéthoscope. Et il entend. Il entend toute une série de bruits, des bruits du poumon et des bruits du cœur. Alors, les bruits du poumon, ce sont le murmure vésiculaire, c'est les râles crépitants. Il va entendre des frottements péricardiques, il va entendre des souffles. Il définit toute une série de signes. Alors, c'est très joli de noter, mais il faut interpréter. C'est ça le problème, c'est interpréter. À quelle maladie correspond chacun des bruits entendus? À une époque où l'on n'avait ni radio ni échographie, il n'existait qu'une façon d'y répondre. On attendait la mort, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Au moment où le patient décédait, on allait en salle d'autopsie pour noter tous les signes que l'on pouvait observer sur les organes du malade. Pour chaque patient mort, l'AENEC relie les sons qu'il avait entendus avec les constatations de l'autopsie. Il fait, en quelque sorte, parler les cœurs et les poumons malades. Par exemple, on entendait du vivant ce qu'on appelle un souffle, et puis on ne savait pas à quoi ça correspondait. On a compris à ce moment-là que lorsqu'on entendait ce souffle à l'auscultation, eh bien ça correspondait à une lésion que l'on pouvait ou que l'on ne pouvait pas traiter, mais on savait à quoi ça correspondait exactement. Ça a été le début de la médecine moderne. Grâce à son stéthoscope, l'AENEC révolutionne le diagnostic des maladies cardiaques et pulmonaires. Insatiable, travailleur acharné, il se lance dans une œuvre folle, recenser l'ensemble des pathologies du cœur et des poumons. L'AENEC va faire un travail de classification des maladies tout à fait extraordinaire. Il publie le manuel de l'auscultation, 900 pages, qui est devenu presque la Bible. L'œuvre de l'AENEC connaît un retentissement immédiat dans le monde entier. Le médecin poursuit une carrière prestigieuse, jusqu'au drame. Ironie du sort, l'AENEC finit par contracter une maladie pulmonaire. Et de choses singulières, il a fait un très mauvais diagnostic le concernant, il ne croyait pas que c'était la tuberculose. Et il est mort de tuberculose en 1826 à l'âge de 45 ans, c'est-à-dire extrêmement jeune. Malgré une carrière éphémère, l'AENEC laisse derrière lui un instrument devenu l'emblème même du métier de médecin. Retour à Cayenne après l'exercice d'évacuation sanitaire. Nous partons avec le médecin-chef qui dirige le service de santé interarmée en Guyane. Direction Saint-Laurent-du-Maroni pour découvrir une autre facette de la médecine militaire auprès de la population civile cette fois. La ville se situe sur le fleuve Maroni qui marque la frontière avec le Suriname. Après 40 minutes de vol, voici Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville du pays. C'est vers cette ancienne ville pénitentiaire qu'étaient convoyés les bagnards de métropole. De cette époque, il reste ces bâtiments abandonnés. Juste à côté, il y a l'hôpital
dans lequel nous avons rendez-vous avec le docteur Guillaume. Il nous accueille à l'entrée des urgences. On a un infarctus en fait qui va être transféré en Martinique. Le docteur Guillaume est médecin militaire. Il est venu assurer une permanence de 24 heures dans l'hôpital pour prêter main forte à ses confrères civils. Ok, on va voir votre patient. À Saint-Laurent, ville isolée et difficile d'accès, il n'y a pas assez de médecins pour faire face à l'afflux de patients. Voilà, donc beaucoup de chikungunya actuellement, hein, comme ce petit là de 6 mois là que je viens d'examiner là. On va rentrer à l'intérieur. Ici, défilent 80 patients par jour et on manque cruellement de moyens, alors forcément, dans les couloirs, c'est un peu le bazar. Nos patients sont un peu installés pêle-mêle parce qu'on a très peu de box en fait. Et une fois qu'on a examiné le patient, il faut libérer une box évidemment, quoi. Donc on a pas mal d'attentes, pas mal de patients avec leur accompagnant. Voici, monsieur, le cas qui les préoccupe ce matin, c'est ce patient d'une 50aine d'années. Hier, Achille a été victime d'un infarctus. Il faut l'opérer d'urgence, mais ici c'est impossible. L'hôpital n'est pas équipé pour la chirurgie cardiaque. Voilà, nous attendons l'hélicoptère du SAMU qui devrait arriver ce matin pour un transfert sur Cayenne. Puis un avion s'envolera de l'aéroport de Cayenne en direction de Fort-de-France. C'est donc en Martinique qu'Achille sera opéré. Encore de longues heures à attendre, sous haute surveillance. Le fait qu'on soit obligé de vous faire passer par Cayenne et puis après de vous emmener par avion aux Antilles, ça vous angoisse pas plus que ça? Vous êtes plutôt rassuré? Mais je ne pensais pas que c'était quelque chose de grave comme ça. Je pensais qu'arrivant ici, on va me donner des médicaments, on va me piquer et puis après, je vais retourner à la maison. Mais après, on m'a dit qu'il faut aller à la Martinique. D'accord. Merci beaucoup. On vous laisse tranquille. Merci, messieurs. Merci. Le médecin qui peut venir, s'il vous plaît? À l'autre bout du couloir, dans cette salle gardée par les gendarmes, un jeune homme est en train de convulser. Les médecins se précipitent. Le patient est un passeur de drogue. Ses intestins sont remplis de sachets de cocaïne et l'on craint qu'un de ses sacs ne se soit rompu. Il est réveillé là, il est réveillé en post-critique. Il a convulsé qu'une fois, c'est ça? Le patient est emmené en salle de réanimation. Mais c'est énorme, ça c'est un scanner de... Ça c'est un scanner initial quand il a été arrêté par les... Et tout ce qu'on voit là, ce sont des petits sacs, mais c'est incroyable quoi. Alors je ne sais pas combien contiennent chacun des sacs, mais je crois qu'il y a à peu près 100 grammes facilement dans chaque sac, quoi. Ce qui est énorme, quoi. Et à chaque fois vous envoyez autant? Non, c'est un cas on va dire exceptionnel. Moi en 2 ans j'ai jamais vu des cas comme ça, quoi. Là ça veut dire que ça moule complètement le côlon. Tout à fait. Là on a le côlon ascendant, voilà, côlon transverse, et comme il n'a pas encore évacué, le côlon descendant qui va ensuite aller jusqu'au sigmoïde et il va les évacuer. Tout à fait. Il faut combien de temps pour évacuer tout ça? Entre 24 et 48 heures. Pour l'instant, le jeune homme doit passer un scanner. Il faut vérifier que les sachets de cocaïne sont encore intacts dans son tube digestif. Si l'état du jeune homme qui a avalé des boulettes de cocaïne et qui vient de convulser s'aggrave, il pourra aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, notamment par overdose. Alors bien sûr, dans ce cas-là, toute l'équipe médicale serait prête à intervenir. Tout est parfaitement réglé aujourd'hui pour prendre en charge des cas aussi graves. Mais jusque dans les années 60, ce qu'on appelle aujourd'hui la réanimation était beaucoup plus artisanale. En cette soirée d'août 1740, des appels au secours déchirent la nuit. Une jeune femme vient de tomber par mégarde dans les profondeurs de la Seine. Un gentilhomme accourt, la tire sur le rivage. Elle est inconsciente. À l'époque, ce genre d'accident est fréquent aux abords du fleuve. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'eau courante dans Paris. Et que la Seine, eh bien, c'est là où se font des tas de choses. On va y chercher de l'eau, on va nettoyer les draps. Et puis, les abords ne sont pas toujours très pratiques, ils peuvent être glissants. On tombe dans la Seine et on ne sait pas nager. Et face à un noyé, on manque cruellement de connaissances médicales. Les gestes de premier secours préconisés à l'époque apparaissent quelque peu déconcertants. Bien sûr, ce qu'on propose fait un peu sourire. Il s'agit tout simplement d'essayer de retrouver une respiration en chatouillant le nez avec des plumes, en faisant boire un peu d'eau de vie, histoire de faire tousser celui qui vient d'être sorti de l'eau. Personne n'a l'idée, parce que les gens ne savent pas que c'est en faisant bouger la cage thoracique qu'on a peut-être une chance de recréer le mouvement respiratoire. C'était un peu la sorcellerie encore à l'époque, donc il y avait des gestes qu'on avait l'habitude de faire, qui choquaient un petit peu, et puis de temps en temps, comme ils n'étaient pas très noyés, ils se remettaient à respirer. La noyade reste pourtant au XVIIIe siècle la première cause de mortalité accidentelle. Sauver les noyés devient l'obsession d'un homme, Philippe Nicolas Piat.
En 1775, ce magistrat de la ville de Paris envisage les grands moyens pour secourir les malheureux tombés dans la Seine. Son idée, c'était d'avoir des boîtes, qu'il appelait à l'époque des bouettes entrepôts, dans lesquelles il y avait tout le matériel pour s'occuper d'un noyé. Soit le meilleur de la médecine de l'époque. Une camisole de laine, des bouteilles d'eau de vie, des cuillères en fer pour écarter les mâchoires du noyé et un appareil à fumigation qui laisse perplexe. Alors le soufflet, ça c'est très important. Le soufflet, c'était pour insuffler soit de l'air, soit de la fumée de tabac dans l'anus du noyé. Et ça, il paraît que c'était phénoménal pour ressusciter les morts. Alors Gérald Kierzek, vous êtes urgentiste. J'ose imaginer que vous n'utilisez plus cette méthode aujourd'hui pour faire de la réanimation, mais c'était quoi cette idée d'insuffler de l'air dans le rectum? Heureusement qu'on n'utilise plus. Alors au 19e, le soufflet a été remplacé par une seringue. Alors c'est une méthode un peu archaïque. Et la logique, c'était d'insuffler du tabac. Donc on mettait le tabac à l'intérieur, on allumait, il y avait de la fumée qui sortait et on introduisait, enfin les confrères à l'époque introduisaient la canule dans le rectum et venaient pousser la fumée à l'intérieur de l'intestin. Et finalement, pourquoi on insufflait de la fumée de tabac dans les intestins? Ça donnait quoi? Alors, c'est la nicotine. La nicotine était censée être un cardiotonique, c'est-à-dire l'objectif c'était de tonifier le cœur, et puis il y avait un effet hypertenseur, le fait de faire augmenter la tension artérielle. Donc c'était l'effet chimique de la nicotine qui était recherché. Mais il y avait aussi un effet mécanique, parce qu'on imagine bien le fait de mettre une canule à l'intérieur du rectum, là aussi, ça produit un réflexe qui devait, si la personne n'était pas trop noyée ou trop inconsciente, réveiller le noyé. C'est vrai que ça pouvait un peu surprendre. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que pendant toute cette époque, on utilise des méthodes de secours, des gestes de premier secours qui sont complètement aberrants aujourd'hui. Qui nous paraissent aberrants, mais qui avaient toujours la même logique. L'idée, c'était de dire, on va essayer de restimuler. Et alors, voilà cet instrument, par exemple, qui est un tire-langue avec des petits crochets, des crocs, et l'objectif, c'était d'aller chercher la langue à l'intérieur de la bouche. Et une fois que la langue était attrapée, on faisait des mouvements de traction sur la langue, et c'était censé reproduire une respiration. Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un malaise cardiaque et qu'il y a un arrêt, on va tout de suite faire un massage cardiaque. On s'occupe du cœur. À l'époque, le cœur, on s'en fichait complètement. On s'intéressait qu'à une chose, redonner du souffle. Et alors, pour redonner du souffle, il y avait une méthode, on a une petite vidéo, qui était une méthode avec un baril. Vous voyez, on faisait rouler le patient, le noyé en avant et en arrière, et le fait de le faire rouler sur le baril, ça appuyait sur la cage thoracique, ça reproduisait l'inspiration et l'expiration. Donc il y avait une vraie logique physiopathologique. Il fallait avoir déjà une barrique. Et alors, dernière technique, qui est la technique de Sylvester, avec le sauveteur qui est cette fois derrière la victime et qui va prendre les bras et les ramener sur l'avant, sur l'arrière, et de reproduire là aussi ce mouvement de cage thoracique. Ça, c'est une méthode qui a été utilisée pendant des années, puisque encore sur les transformateurs EDF, on a la méthode de Sylvester, là, qui est marquée Sylvester modifié, mais le principe est le même. On a toujours les bras qui sont ramenés sur la cage thoracique. Alors évidemment, c'est complètement désuet, puisque maintenant, on n'utilise plus du tout cette technique pour la réanimation cardiopulmonaire. C'est seulement après-guerre, dans les années 50 aux États-Unis, que la réanimation cardiopulmonaire moderne va naître. Sur les chantiers, les électrocutions sont fréquentes. Les ouvriers succombent à leur arrêt cardiaque et on ne sait pas les secourir à temps. Jusqu'alors, on ne connaissait qu'une seule façon de relancer le cœur. Donc à cette époque-là, en 45-47, c'était ce qu'on appelle un défibrillateur interne, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le thorax et glisser des énormes palettes et donner un choc électrique au cœur. Bon, c'est assez limitatif quand vous êtes sur un chantier. Toute la question est de se dire, est-ce qu'il serait possible de faire la même chose sur une poitrine fermée? C'est à Baltimore, sur la côte est américaine, qu'un ingénieur électricien va résoudre le problème. En 1954, William Cowen-Owen met au point le fameux défibrillateur externe. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là. Mais au cours d'une expérience, son équipe va révolutionner les gestes de premier secours. Arrivent des histoires incroyables. Sont-elles vraies ou pas? Je crois qu'elles sont vraies. Ceci est une démonstration sur un chien anesthésié. La légende veut qu'un samedi matin de 1960, deux chercheurs de l'équipe de Cowen-Owen travaillent dans leur laboratoire. Sur la table d'expérimentation, un chien. Arrive la catastrophe. Le chien fait un arrêt cardiaque imprévu. Et alors là, ils veulent sauver le chien, l'équipe de chercheurs. Et il y a un chirurgien qui dit, je vais aller chercher un défibrillateur, qui n'avait pas de défibrillateur dans la salle. Il était au 6e étage. Et il dit à son jeune assistant, comprime le thorax du chien. C'est une phrase qu'il a dû dire comme ça. Je reviens dans quelques minutes. De quelques minutes, en fait, ça a été 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles l'assistant prend le relais de la pompe cardiaque, sans savoir si son geste suffira à sauver le chien. En appuyant sur le cœur, qui ne se contracte pas, mais qui est quand même une poche pleine de sang, on va être capable de le vider et d'envoyer à chaque fois du sang vers le cerveau, maintenant le cerveau vivant. Au bout de 20 longues minutes, le médecin arrive enfin avec le défibrillateur. Nous lançons l'électricité une deuxième fois. Il défibrille le chien, le cœur repart,
et Toutou, le lendemain, prend sa soupe. Voici le chien ressuscité. Sans le prévoir, l'équipe de Cowen-Oven a découvert les vertus du massage cardiaque. Mais le miracle du miracle, c'est qu'on avait le défibrillateur, on a décrit le massage cardiaque externe, et il manquait quand même, il faut de l'oxygène. Restait à trouver le bon geste pour apporter de l'oxygène dans le sang et protéger le cerveau de toute séquelle. C'est là que le hasard fait parfois bien les choses. À quelques rues de là, au même moment, un chercheur travaille justement sur la ventilation artificielle. Peter Safar compare les différentes techniques existantes permettant d'apporter de l'oxygène à une personne qui ne respire plus. Et il a montré que le bouche à bouche était beaucoup plus efficace que toutes ces autres méthodes. Avec le bouche à bouche, l'oxygénation peut être rétablie en quelques secondes. En septembre 1960, Cowen-Oven et Safar mettent leurs travaux en commun. Massage cardiaque et bouche à bouche, la réanimation cardiopulmonaire moderne était née. Ça faisait quelque chose de phénoménal puisque sans matériel, on pouvait insuffler de l'oxygène et rien qu'avec ses mains, en appuyant sur le thorax, on pouvait le faire circuler. Quand même, les morts subites, c'est assez fréquent, les arrêts cardiaques, c'est assez fréquent. Ça a été une des grandes, à mon avis, avancées de la médecine au XXe siècle. Enseignés dès les années 60 au grand public, ces gestes simples permettront de sauver des milliers de vies. Retour aux urgences de Saint-Laurent-du-Maroni. L'état du jeune passeur de drogue est stable. Je prends la température. Scanner et radio viennent d'être réalisés. Les résultats sont rassurants. Aucun sachet de cocaïne ne s'est rompu. Certains ont même déjà été évacués. Donc c'est bien lui ça. Donc il en reste bien ça. Ouais, 18 novembre, 8h53, il en reste bien. Mais bon, quand il n'y a aucune suspicion d'intoxication à la cocaïne, on attend qu'il évacue par ses voies naturelles. Quoi. On va pas aller chercher quoi. Le jeune homme va donc rester sous haute surveillance médicale et policière jusqu'à avoir restitué la totalité des sachets de drogue aux toilettes. Une autre consultation attend déjà le médecin militaire. Venez, monsieur, je vais réexaminer votre garçon, d'accord? Samuel est le genre de patient qu'on ne trouve qu'en Guyane. Il y a 1 mois et demi, il s'est blessé au genou en tombant d'un awara, un arbre bardé de longues épines. Les médecins ont d'abord cru à une simple infection cutanée. Sauf qu'un mois plus tard, il est revenu aux urgences. On lui a enlevé une épine comme ça du genou, c'est ça? On l'a mis sous une deuxième ligne d'antibiotiques. Et là, il revient 15 jours plus tard avec le genou qui n'en finit plus de grossir, de gonfler et qui, hélas, l'empêche de marcher maintenant. Donc ça devient une urgence, quoi. On va l'examiner un petit peu. Donc là, tu as mal quand je déplie? Oui. Ouais. Tu n'arrives pas à tendre ta jambe? Non. C'est ça? D'accord. Ouais, donc là, c'est un genou ponctionnable. Là, il y a vraiment du liquide à l'intérieur. Allonge-toi pour voir. Voilà, donc il y a déjà quelques petits ganglions, hein, donc l'infection diffuse. Samuel va devoir être opéré. Il faut curer en profondeur le foyer infectieux qui a atteint l'os. Alors, les problèmes d'infection ici, avec un climat chaud, humide, avec des épines, on peut se piquer partout ici. Une simple plaie peut très vite se surinfecter, peut très vite devenir creusante, peut très vite nécessiter des soins infirmiers sur 2-3 semaines. Quoi. Ça veut dire que dès qu'on a une moindre petite plaie et tout, il faut quasiment... On la prend au sérieux. T'as très très mal là au genou? Oui. Il est chaud, hein? Très très chaud hein, par rapport à l'autre. Et t'avais une aiguille qui était dedans? Une épine? Pendant que je parle avec Samuel, une ambulance arrive à l'entrée des urgences. Le docteur Guillaume est appelé. C'est quoi l'histoire? C'est une jeune fille de 17 ans. Apparemment, elle a mangé un gâteau. Elle a des gonflements au niveau du visage et des difficultés respiratoires. Ah bah merde, elle a fait une réaction allergique alors. Bah oui, elle est complètement gonflée là. Tu t'appelles comment? Stella. Stella. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche, Stella? Vas-y, ouvre la bouche. Un début d'œdème là, et des voies aériennes. C'est une urgence potentielle en fait. Hein. Elle peut, dans les minutes qui viennent, obstruer ses voies aériennes supérieures et nécessiter une ventilation assistée. Quoi. Si l'on a pu, pour Stella, éviter la catastrophe, c'est parce que l'ambulance l'a transportée en quelques minutes seulement jusqu'aux urgences. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a ingéré un aliment, a priori, pour lequel elle est allergique, parce qu'elle fait une réaction anaphylactique. Pour l'instant sans gravité, quoi, mais bon, il faut quand même l'examiner et la surveiller de près, quoi. Ramener le plus vite possible les patients à l'hôpital pour augmenter leurs chances de survie, ce principe fondateur nous vient des États-Unis. C'est là-bas, dans les rues de New York, que l'ambulance urbaine a vu le jour, au 19e siècle. Il est 23h30. Les ambulanciers bénévoles du quartier de Bedford-Stuyvesant sont en veille.
Soudain, la radio de la police grésille. À quelques blocs de là, on a besoin d'une ambulance. Allez, allez, on se dépêche. Faut y aller, les gars. Je sais juste qu'un homme a été agressé, blessé à la tête, avec une bouteille. Ok, on va voir. Ok, j'arrive. Le blessé, c'est ce jeune homme de 22 ans, agressé en pleine rue. Il a une profonde entaille à la tête et vient tout juste de reprendre connaissance. Tu te sens bien? T'as pas la tête qui tourne? Il faut que tu lui bandes toute la tête. La plaie commence à gonfler. Il faut qu'il aille à l'hôpital. Moi, je sais pas s'il a un traumatisme crânien. Il n'y a qu'un médecin qui pourrait le dire. Et le médecin, c'est à l'hôpital seulement qu'ils le trouveront. Dans le système américain, contrairement au SAMU français, il n'y a pas de médecin dans les ambulances. Bon, c'est quoi ton nom? T'as une pièce d'identité? Tantania et son équipe sont l'équivalent de secouristes. Ils ont été formés à des gestes simples permettant d'estimer dans l'urgence l'état du patient. Je vais prendre sa tension, vérifier ses constantes, m'assurer qu'il est stable. Il faut qu'on évalue le degré d'urgence pour le ramener à l'hôpital. Ici, on s'arrête aux premiers soins. Pas de traitement poussé sur place, comme ce serait le cas en France. La mission de ces secouristes, transporter le patient au plus vite vers l'hôpital le plus proche. C'est la logique du scoop and run, charger et courir. Ce genre de sirène mythique, ça fait 150 ans que les New-Yorkais l'entendent. C'est là, dans les rues de Manhattan, que le concept d'ambulance urbaine est né. On le doit à cet homme, Edward Barry Dalton. Médecin réserviste, Dalton a brillamment servi l'armée du Nord pendant la guerre de sécession. En 1866, il revient à la vie civile, à New York. Dalton venait juste d'être nommé directeur de la santé publique de New York quand le choléra a ressurgi à Manhattan. Le choléra, la terreur des New-Yorkais. 30 ans plus tôt, une épidémie avait fait plus de 3500 victimes. Pour Dalton, la seule façon de contrôler l'épidémie à Manhattan, c'était d'identifier les malades, de les mettre en quarantaine et les éloigner du reste de la population. Pour transporter ses victimes, Dalton s'inspire de son expérience durant la guerre. Les fameuses ambulances napoléoniennes ont en effet traversé l'Atlantique pour gagner les champs de bataille américains. Grâce à Dalton, elles arrivent désormais dans les rues de New York. Reste un obstacle. Comment obtenir les informations rapidement? Ce sera là tout le génie de Dalton. Utiliser la grande innovation de l'époque, le télégraphe. Il a instauré une règle. En cas de choléra dans votre voisinage, vous deviez avertir la police, qui envoyait ensuite un télégramme au QG de Dalton, et il partait directement vers la maison où il y avait le malade. Le système est un succès. L'épidémie est rapidement endiguée. Mais Dalton, lui, veut aller plus loin. Lorsqu'il était à l'hôpital, il s'est dit « Ah, on peut utiliser ce système non seulement pour les épidémies, mais aussi pour les accidentés. » En 1869, Dalton met en place à Manhattan le premier service d'ambulance urbaine. Un système balbutiant qui utilise les télégraphes de la police et le plus gros établissement de la ville, l'hôpital Bellevue. Le premier cas, c'est celui d'un homme qui s'est disputé avec sa femme. Manifestement, elle était un peu plus forte que lui, donc elle l'attrape, elle le balance par la fenêtre du 3e étage. Un passant court avertir le commissariat le plus proche. De là, un policier envoie un télégramme à ses collègues près de Bellevue. Le policier qui a reçu le télégramme court jusqu'à l'hôpital, qui n'avait alors pas de télégraphe. Il donne l'adresse au chauffeur, un médecin saute à l'arrière de l'ambulance et les voilà partis. Pour l'attelage, s'annonce alors un parcours semé d'embûches. Mais Dalton pense à tout. Il invente l'ancêtre de la sirène. Imaginez Manhattan en 1869. Aucune signalisation, des carrioles de livraison dans tous les sens, voire un tramway qui traverse la rue. Alors, pour se frayer un passage, il fallait bien une cloche. Le chauffeur tapait dessus frénétiquement avec le pied en criant « Poussez-vous, bon sang, dégagez !» Cette organisation des secours mise en place par Dalton est une telle réussite qu'elle sera rapidement copiée par les Européens.
Et si en 150 ans, le système s'est modernisé, ses bases sont restées les mêmes. Le principe d'utiliser une ambulance, ça n'a pas changé. L'idée d'avoir un centre d'appel, ça n'a pas changé. Chez nous aux États-Unis, c'est le 911. Le fait que dans l'ambulance, il n'y ait pas juste un chauffeur et un brancard, mais des paramédicaux capables de prodiguer les premiers soins, ça non plus, ça n'a pas changé. L'hélicoptère du SAMU est arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni. Achille, victime 24 heures plus tôt d'un infarctus, peut enfin être évacué vers Cayenne. Mais il repartira ensuite vers la Martinique pour y être opéré du cœur. C'est quand même une problématique énorme ici, l'évacuation. Tout à fait. On a beaucoup de malades qui viennent de la forêt, notamment des Brésiliens qui souvent viennent avec des pathologies graves. Donc déjà, il leur faut des jours pour arriver à pied à l'hôpital. De l'hôpital, quand c'est sévère, on les transfère en réanimation à Cayenne. Il faut un délai de 24-48 heures supplémentaires pour les acheminer là-bas. Et quand ce sont des pathologies non traitables à Cayenne, il faut quelques jours supplémentaires pour les acheminer soit en métropole, soit aux Antilles, quoi. Donc vous imaginez le délai total, quoi. Et puis la fameuse perte de chance, parce que c'est sûr que s'il faut 2 jours avec un infarctus pour aller se faire une coronarographie... On est hors recommandation, ça c'est clair et net, quoi. Le lendemain, nous sommes en route pour un nouvel exercice grandeur nature. La pirogue est le moyen le plus simple pour s'enfoncer en forêt amazonienne. Là-bas se cache le trésor de la Guyane, des gisements d'or. Une richesse régulièrement pillée que les militaires français ont la charge de protéger. Leur mission, dangereuse, requiert une présence médicale pour chaque patrouille. On est dans un milieu très hostile, mais pourquoi finalement avoir une présence médicale systématique ici? La forêt par elle-même représente un certain type de danger, que ce soit le danger lié à l'accidentologie, puisqu'il y a des arbres et des racines de partout, que ce soit la chaleur, l'humidité. Parce que là, il fait quand même, il va faire 34 degrés dans la journée, un taux d'humidité terrible à cause de la forêt. Vous avez quoi comme type de pathologie chez les militaires? En dehors de, il y a les blessures. Bon, il y a les blessures. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la problème de dermatologie, puisque dans cette ambiance très humide, n'importe quelle petite plaie peut très vite dégénérer sur des problèmes de nécrose. Le risque vient aussi des échanges de tirs avec les orpailleurs illégaux. Pour s'y préparer, tous les soldats doivent être formés aux gestes de sauvetage au combat. Des gestes différents du secourisme civil que je dois apprendre aujourd'hui pour les accompagner en mission. Un tableau blanc, une salle de cours improvisée en pleine jungle, la formation peut commencer. Ok, alors la prise en charge du blessé, elle se fait comment? On va pas aller chercher son camarade sous le feu au risque d'avoir un deuxième blessé puis un troisième. On va d'abord supprimer la menace, avoir pris l'intégralité de la suprématie des feux, et après on va aller chercher notre camarade. Un petit rappel, on ne porte jamais un blessé. Il va être trop lourd, ça va être dangereux. D'accord? Un peu de théorie avant l'exercice pratique qui se prépare en coulisses. Pour cela, Magali, infirmière militaire et maquilleuse hors pair, concocte des blessures par balle plus vraies que nature. Alors vous savez tous qu'on part sur le terrain en mission. On a tous donc la TIC avec nous, la TIC 08. La TIC, c'est la trousse individuelle du combattant. Compresse, pansement, désinfectant, morphine contre la douleur et puis un garrot spécifique à l'armée, le garrot tourniquet. Ici, en butée de la pince, vous allez avoir une petite vis qui va nous permettre, une fois serré, de maintenir la pince en position fermée et éviter au garrot de se relâcher. Et le tourniquet, lui, qui va permettre de comprimer le membre et stopper l'hémorragie. Le garrot, on l'utilise pour quel type d'hémorragie? Par balle. Par balle. Par balle, oui, mais on ne peut pas le mettre partout. Quel endroit du corps? Sur les membres, pour les hémorragies de membres. C'est clair pour tout le monde? Il est temps de tester nos réflexes en conditions réelles. Quelque part, dans ce labyrinthe végétal, un tireur est embusqué. Il peut ouvrir le feu à chaque instant. Un homme est à terre, touché à la jambe. Il faut aller vite pour stopper l'hémorragie. La zone est sécurisée, c'est à moi de jouer. Exécuter dans l'ordre, malgré la pression, tous les gestes appris tout à l'heure. D'abord le garrot pour comprimer l'artère fémorale, déchirée par une balle.
T'as mal quelque part à part la jambe ou pas? Non, non. Que à la jambe là. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Marque l'heure du garrot. L'heure précise de la pose du garrot est primordiale pour les médecins qui devront le desserrer. Je vais te faire une injection de morphine. Bouge pas. Aïe. Sergent, probablement une plaie de la fémorale, blessé par balle. Il faut une évacuation sanitaire. Bon, l'hélicoptère va arriver, il va s'évacuer. Okay. Fin de l'entraînement, la tension retombe. Pour être utile, l'exercice doit être hyper réaliste. Les gars, vous venez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'accrochage, le pick and run, on arrive en zone safe. Et là, la prise en charge du blessé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la prise en charge? On arrive ici. On est arrivé ici. L'arme qui aurait pu me gêner pour enlever tout son barda a bien été enlevée directement. Donc, ce qui fait que moi, j'avais un accès au blessé parfait. Alors, le garrot, est-ce que c'est facile à enfiler? C'est très facile à enfiler. Ouais. Très facile à enfiler. Ça n'a pas été compliqué? Non. Non, parce que sur le geste, on a senti quand même qu'il y avait un petit peu de difficulté à le faire monter, donc du coup de pied. Non, c'est parce que de la racine du membre. Ouais, non, c'est parce qu'il était de l'autre côté, il était torsadé. Il était vrillé. Il était vrillé et que j'avais peur de faire une lésion supplémentaire sur la peau derrière. Ok. Mais après, non, c'est très très pratique. Hein. J'ai pas trop serré pour pas lui faire mal. Ouais, voilà, bien sûr, forcément. Est-ce que les autres, vous avez vu quelque chose au niveau du scénario qui manque, qu'il faut rajouter, qui a été fait, qui n'a pas été fait? Non, c'est bon. Ça vous va? Je l'ai sauvé? On le valide? D'ailleurs, il va beaucoup mieux, non? Il va beaucoup mieux. Alors, il est probable qu'après une telle plaie de l'artère fémorale, il faille faire une transfusion sanguine pour retaper notre blessé. La transfusion sanguine, c'est une pratique très courante aujourd'hui. C'est pas une idée très nouvelle. Elle est née au Moyen-Âge, mais il a fallu des décennies de tentatives pour que cela fonctionne. Des litres de sang. Une jeune mère au seuil de la mort. Ce jour de 1818, l'obstétricien anglais James Blundell est confronté une fois de plus à ce drame de l'accouchement. Face à lui, une femme, il est appelé, c'est une femme qui a une hémorragie utérine, qui est mourante, et il se sent totalement impuissant. Mais cette fois, il refuse la fatalité et va tenter un geste fou. C'est là qu'il pense à la transfusion, avec une conviction très forte qui va changer par rapport aux transfusions du XVIIe siècle. Il faut transfuser un homme avec du sang humain. Une idée totalement impensable et jamais encore tentée à l'époque. Un siècle et demi plus tôt, on avait bien déjà eu l'idée de transfuser du sang. Mais il s'agissait alors d'une toute autre affaire. L'histoire commence au milieu du XVIIe siècle à Paris, avec un drôle de bonhomme. Un certain Antoine Dumauroy qui passait pour le fou du quartier. Dumauroy était un joyeux excité qui se promenait tout nu dans les rues de Paris. Il est complètement dément, il a des crises de fureur, il met le feu dans les maisons et son entourage va demander de tenter sur lui une transfusion. Car au XVIIe siècle, on imagine encore que le sang véhicule le caractère, la personnalité. Pour changer le caractère, il suffirait donc de changer le sang. Mais à l'époque, il est impensable de prendre son sang à un autre individu. Beaucoup trop barbare. Reste l'animal. L'idée de transfuser du sang animal, c'est l'idée d'utiliser les caractéristiques de l'animal. L'idée est que si jamais on a un malade qui est maniaque, par exemple, un fou agité, eh bien il faut lui transfuser le sang d'un animal placide, comme un veau, par exemple. Ça va lui faire beaucoup de bien. Le seul médecin assez fou pour pratiquer ce genre d'expérience s'appelle Jean-Baptiste Denis. En 1667, Denis transfuse le fameux Antoine Dumauroy avec le sang d'un veau. Et dans les jours qui suivent, il va être plutôt sympa avec son épouse, on ne le reconnaît plus, il s'est calmé et on va considérer que la transfusion est un succès. Mais il n'est pas pour autant guéri, donc on décide d'en faire une seconde. Malheureusement, lors de la seconde, il présente ce pauvre Dumauroy tous les signes de ce qui est un accident transfusionnel. Et il va finir par en mourir. Il y a en effet incompatibilité entre les sangs. Mais à l'époque, c'est un problème que l'on ne soupçonne même pas. La veuve Dumauroy porte plainte et l'histoire de la transfusion sanguine tourne court. On est en 1668 et 2 ans plus tard, le Parlement de Paris va interdire, sous peine de prison, toute expérimentation transfusionnelle. Jusqu'à ce que James Blundell brave cet interdit en 1881. Il l'a démontré chez le chien. La transfusion fonctionne au sein d'une même espèce. Parce qu'il l'aura réalisé sur plusieurs animaux, il va se dire qu'il peut tenter de l'expérimenter chez l'homme. Pour sauver sa patiente de son hémorragie, Blundell tente le tout pour le tout. Il prélève le sang du mari. La transfusion est un succès. La jeune accouchée survit.
Et ensuite, dans les 10 ans qui vont suivre, il va réaliser une dizaine d'expérimentations, mais elles ne vont pas toutes aboutir. Il a sans doute eu des problèmes de transfusion sanguine, il a eu des accidents transfusionnels. Et pour cause, Blundell se heurte sans le savoir au problème de l'incompatibilité entre certains sangs. Lui, il a simplement démontré qu'il y avait moins de risques quand on restait au sein de la même espèce, ce qui est déjà une première avancée, mais l'incompatibilité interhumaine, on ne se l'explique pas. Et il faudra attendre le XXe siècle pour comprendre, parce qu'il faudra évidemment découvrir les groupes sanguins. La découverte des groupes sanguins, ce tournant décisif, interviendra 80 ans plus tard. On la doit à un biologiste autrichien, futur prix Nobel, Karl Landsteiner. Laurence Delugin, vous êtes pharmacien biologiste à l'établissement français du sang à Rennes. Vous connaissez très bien ce monsieur, Karl Landsteiner. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'époque? Il cherchait à mettre en évidence la trace des infections bactériennes dans le sang pour pouvoir en faire le diagnostic. Et au cours de ses expériences, il s'était rendu compte qu'il y avait parfois des phénomènes d'agglutination. C'est-à-dire que les globules rouges se mettaient, on va en reparler, mais ils se mettaient les uns voilà. sur les autres quand ils mélangeaient 200, quoi. Voilà. Et donc, il voulait pouvoir définir si ce phénomène était lié à l'infection ou s'il s'agissait d'un phénomène naturel, universel, qui signalait des différences entre les individus. Alors justement, pour essayer de prouver que c'est universel, il ne va pas trop se creuser la tête, Landsteiner, il va prendre un petit peu de son sang, un petit peu du sang de ses plus proches collaborateurs, puis il va faire des petits mélanges. Voilà, c'est ça. Il va donc disposer de 6 échantillons sanguins de 6 individus différents. Il va centrifuger chaque échantillon pour en séparer les globules rouges du sérum. Il va mélanger le sérum d'un individu avec les globules rouges d'un autre individu. Et au total, il obtiendra 36 combinaisons. Donc là, je vais mettre une goutte de globules rouges. Donc là, il n'y a que des globules rouges. Voilà. Ça fait assez art contemporain, hein, comme tableau. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa dans le salon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va bouger la plaque avec un mouvement de chaloupe. On va chalouper pour pouvoir mélanger les globules rouges avec le sérum. Vous cherchez quoi? Je regarde si les agglutinations apparaissent ou pas. Voilà, donc là, sur certaines combinaisons, on observe qu'il ne se passe absolument rien. Là, il ne se passe rien. Là, sur Voilà. celui-là, oui, le sérum, mélange est fait. Voilà, le sérum s'est complètement mélangé avec les globules rouges sans qu'il y ait de réaction particulière. Et par contre, pour d'autres combinaisons, on voit très clairement que le sérum a réagi avec les globules rouges et que ces globules rouges ont formé des amas. On les voit bien sur les côtés. Tout ça, c'est les globules rouges qui sont agglutinés les uns aux autres. Voilà, ils sont fixés les uns aux autres. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Donc Laurence, comme Landsteiner est un grand pragmatique, à l'issue de ses expériences, il en conclut que le sérum d'un individu va agglutiner les globules rouges d'un autre individu et il va en tirer un tableau. Avec des plus, des moins. Voilà, c'est ça. Donc, à la vue de ces résultats, il détermine 3 groupes d'individus qui présentent des sangs différents. Et il nomme ces groupes sanguins A, B et C. Alors, en 1901, la découverte de ces groupes sanguins va expliquer un certain nombre de choses, notamment le fait que quand on transfuse du sang à l'époque, sans savoir du tout que ces groupes existent, d'un individu à un autre, ce qu'on a vu sur la plaque, ça se passe à l'intérieur de l'organisme. Oui, quand le sang du receveur réagit avec le sang du donneur, ça veut dire que le sang est incompatible. Et ce mécanisme explique l'échec de la transfusion qui est plus souvent mortel. Une étape après l'autre, le mystère du sang s'éclaircit. Reste à lever un dernier obstacle, et pas des moindres. À l'air libre, le sang coagule. Alors, en ce début du XXe siècle, pour transfuser, il n'y a qu'une façon de faire, la technique du bras à bras. On dénude l'artère radiale de l'un par un petit tuyau en verre, souvent. On va dans la veine du receveur et le sang du donneur passe dans le système veineux du receveur. Mais c'est une technique chirurgicale extrêmement lourde. Elle n'est pas du tout adaptée aux situations d'urgence. Or, il y a justement urgence. On est au début de la Première Guerre mondiale. Et face à l'hécatombe, la question de la conservation du sang devient cruciale. À l'arrière du front, dans son laboratoire bruxellois, un scientifique belge cherche à résoudre le problème. Le docteur Albert Hustin est en quête de la bonne substance qui empêcherait le sang de coaguler. Il tâtonne, expérimente du sel, du glucose, sans succès. Jusqu'à une discussion inopinée avec un vitrier. Le vitrier lui a dit que le citrate de sodium était parfois utilisé pour ralentir la rigidification du mastic. Et il dit que c'est ça qui lui a donné l'idée d'anticoaguler le sang. Ce qui peut paraître étonnant, mais en tout cas ça a marché. En faible quantité, le citrate de sodium n'est pas nocif. Et il permet surtout au sang de rester liquide. Le sang peut donc être enfin conservé et transporté. Ce qui change tout. Parce qu'à partir du moment où on peut conserver le sang dans des bouteilles, on peut apporter le sang jusque dans les hôpitaux de première ligne et donc sauver des vies humaines beaucoup plus facilement. Les techniques sont balbutiantes, mais les énormes besoins en sang de la Première Guerre mondiale serviront de formidables accélérateurs.
Toutes ces techniques mises au point pendant la Première Guerre mondiale, elles vont permettre, entre les deux guerres, d'utiliser la transfusion dans le domaine de la transfusion civile. Et là, ce sont les premiers centres de transfusion, les premiers fichiers de donneurs, et donc la transfusion telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle sera restée pendant des siècles un acte hasardeux. Mais depuis les années 50, la technique de la transfusion sanguine permet de sauver des centaines de milliers de malades et d'accidentés chaque année. L'exercice du jour est terminé, mais un autre type d'épreuve nous attend, la ration de combat. Là, c'est quoi? C'est la ration C'est la ration lyophilisée, ça. C'est-à-dire qu'il faut... déjà, faut pousser? Faut quoi? Faut déjà, je comprenne comment ça marche. Faut tirer de l'autre côté, faut tirer. Ah, la barre verte. Ah, d'accord. Donc déjà, j'aurais pu rester 3 jours sans comprendre. Dans ce sac étanche, l'équivalent de 2 repas complets. Alors, c'est quoi le menu? Alors, on a le choix entre quoi et quoi? Moi, j'ai lentilles ou couscous. Moi, j'ai purée à ligot. Mais sans eau chaude, je préfère opter pour une valeur sûre, le pâté. Après avoir marché des heures dans la forêt, s'être fait bouffer par les moustiques et tout, c'est presque bon. Hein. Ça fait du bien en tout cas. J'aurais mis un petit peu au frigo. Bon, parce que là, ça doit faire 40 degrés. C'est la première fois que je mange un pâté à 40 degrés. Hein. C'est autre chose. Pâté chaud. Ouais. C'est autre chose. Je suis pas sûr de finir, je crois pas que ça vous vexe. Non, mais... Non. Tu as dit avec la chaleur, on a moins d'appétit? Un peu moins d'appétit. De toute façon, on patrouille de 5 jours, il perd 1 kilo par jour. 1 kilo par jour quand il marche? 1 kilo perdu par jour à cause des conditions climatiques. Seul l'entraînement permet de le supporter. Les exercices de sauvetage au combat, tels que nous les avons vécus aujourd'hui, doivent être répétés régulièrement pour entretenir les automatismes. Est-ce que tous les militaires sont capables de faire ces gestes de premier secours? Tous ces gestes sont appris. Là, ce qu'on a vu cet après-midi, en fait, c'est une adaptation de ces gestes de premier secours en milieu, on va dire, civil, dans une ambiance purement militaire, qui est donc une ambiance de conflit. Chez les militaires, si je comprends bien, 100% des militaires doivent ou devraient être en théorie formés aux gestes de premier secours, ce qui est loin d'être le cas dans la population française. On est très en retard par rapport à tout un tas de pays, notamment les pays nordiques, ce qui est très dommage parce qu'on peut sauver des vies à n'importe quel moment, à partir du moment où on sait faire vraiment quelques gestes de premier secours. C'est le 30 mai 1999, le dimanche de la fête des mères. J'étais seule avec mes 5 fils à la maison et je gardais les 2 derniers dans le jardin lorsque le téléphone a sonné. Et donc je suis allée répondre au téléphone en laissant les 2 petits de 2 et 3 ans dans le jardin. À un moment, j'ai entendu mon petit dernier qui pleurait, qui hurlait. Donc j'ai lâché le téléphone, je suis allée le trouver et il était tout seul. Donc on s'est mis à chercher son frère, donc Valentin. On a cherché assez longtemps, partout, dans la maison, dans le jardin. Et c'est vrai qu'on est allé chercher partout, sauf dans la piscine, puisqu'on a une clôture autour de la piscine. Et finalement, par acquis de conscience, je suis quand même allée faire un tour du côté de la piscine. Et là, en me penchant par-dessus la clôture, j'ai vu mon fils. Là, j'avoue que les souvenirs ne sont pas très précis, parce qu'il y a un moment vraiment de stress très très intense. Donc, je ne sais même pas si j'ai pas sauté par-dessus la barrière, si je l'ai ouverte, si elle était... Même, je me demande même parfois si j'avais pas oublié de la fermer, peut-être, je ne sais pas. Bref, je suis allée chercher mon fils dans l'eau. Vu le temps qu'on a mis à le chercher, on savait qu'il avait passé au moins 6, 7, 8 minutes en immersion. Donc je savais très bien que c'était énorme, beaucoup, beaucoup trop. Et quand je l'ai sorti, j'ai senti aussi son poids. C'était une petite puce, donc là, il faisait 6 kilos de plus largement. Le corps de Valentin est inerte, bleu. Sa mère cherche un pouls, un souffle, rien. Enfin, pour moi, c'était fichu. Ça, vraiment, les premières secondes, c'était fini. Je me suis dit, ça y est, ça m'est tombé dessus. Ça m'arrive. J'avais tellement de mal à l'assumer que j'étais prête à... Et puis bon, il y a les autres enfants. Donc j'ai pratiqué les gestes un peu dans un moment de désespoir en me disant qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas tout fait. Je l'ai allongé sur le sol, j'ai basculé la tête pour dégager les voies aériennes. Et puis j'ai soufflé dans sa bouche. Et puis j'ai alterné sous les insufflations et le massage cardiaque sur sa petite poitrine. Au début, je soufflais, je le voyais expirer, j'insufflais, il expirait. Je savais bien que l'expiration, elle était mécanique. Mais déjà, il y avait cette idée que l'air entrait et ressortait. Alors ça me paraissait incroyable parce que j'avais dans l'idée que les poumons étaient pleins. Et puis tout d'un coup, tout seul, il a repris. Tout seul. Et là j'ai vu que ça repartait, donc j'ai continué encore un petit moment. Et puis, mon Dieu, il est reparti, il a respiré tout seul. Il n'a pas repris connaissance, mais il a repris sa respiration. Donc le cœur est reparti. Et tout est reparti.
Les grands frères ont prévenu les secours, qui arrivent 20 minutes plus tard. Valentin est conduit à l'hôpital. Il passe 3 jours dans le coma, mais il est bien vivant. Et deuxième miracle, il ne présente au réveil que de légères séquelles, des difficultés à parler, à marcher, aujourd'hui oubliées. Voici Valentin au milieu de ses frères. Il a 18 ans, il est bachelier et veut devenir ingénieur informatique. Je me souviens avoir beaucoup travaillé avec ma mère dans la cuisine, après les goûters ou quoi, pour rattraper mon retard à l'école. Parce que c'est vrai qu'au début, je me souviens avoir eu quand même pas mal de difficultés pour apprendre que ça par cœur, les poésies, etc. Mais finalement, aujourd'hui, je m'en sors plutôt très bien. On m'a miraculé, peut-être pas, mais comme un chanceux, comme quelqu'un qui a vraiment eu de la chance. Et j'essaie d'en profiter le plus possible maintenant, en tout cas. La chance de Valentin, c'est de ne pas avoir eu les poumons complètement inondés le jour de l'accident. Probablement grâce à un spasme de sa glotte qui a dirigé beaucoup d'eau vers l'estomac. Mais surtout, sa mère a tenté les bons gestes, appris 20 ans plus tôt. Je serais incapable de vous dire à l'époque combien on préconisait d'insufflation et combien on préconisait de massage cardiaque. Mais par contre, je savais que ne rien faire, c'était pire, ça c'est sûr. Aujourd'hui encore, la grande majorité des Français ne maîtrisent pas les gestes de premier secours. Il suffirait pourtant qu'une personne sur 5 soit formée pour sauver 10 000 vies chaque année. Alors si on est dans la boîte de nuit, mon colonel de Cayenne, hein, le privilège. Cette fumée, c'est l'air froid venu de l'extérieur qui condense au contact de l'air chaud. Aujourd'hui, fini les entraînements, c'est le grand jour. Nous suivons les médecins militaires dans leur mission principale. Ils accompagnent les légionnaires pour démanteler un site d'orpaillage illégal. Direction Camopi, à la frontière du Brésil. Ce sera notre point de départ pour gagner le site en pleine jungle que les légionnaires vont neutraliser. C'est pas vraiment une opération contre l'orpaillage lui-même, mais contre l'orpaillage illégal. Chaque fois qu'on y va, on y reste un certain nombre de jours pendant lesquels on fait une action contre les moyens de production, puisque c'est le seul moyen qu'on ait pour pouvoir limiter, du moins casser leur rythme de production et de recherche de l'or. Le personnel médical est là parce que la mission est risquée à cause du terrain et du climat dans lequel la moindre blessure est source d'infection, mais aussi à cause d'éventuels coups de feu. Normalement, on dit que les orpailleurs illégaux, clandestins, sont plutôt passifs, c'est-à-dire vous arrivez, ils ne cherchent pas les ennuis, ils s'en vont, ils vous laissent nettoyer le matériel. Mais il y a 2 ans, par exemple, il y a eu des problèmes quand même. Oui, c'est exactement ça. Donc malheureusement, en 2012, nous avons perdu 2 de nos camarades militaires dans un échange de feu. Si nous touchons à l'appareil de production, qui leur coûte cher, qui représente beaucoup à leurs yeux, sachant qu'il est très facile d'être armé en forêt, que la plupart des orpailleurs sont armés, il y a un vrai risque pour nous. L'avion n'ira pas plus loin que Camopi. Il nous faut prendre un hélicoptère qui pourra, lui, se poser en forêt. Après 20 minutes de vol, nous approchons du site. Section à droite. Donc voilà, vous avez la zone de roche couronnée avec tous les puits dont on parlait. Vous voyez, la montagne est un véritable brillant. La terre rouge a été mise à nu et sondée par une multitude de puits. C'est par là que les orpailleurs accèdent alors incrustés dans la roche profonde. Ouais, donc là, c'est une des particularités de la forêt guyanaise, c'est qu'on va aller se poser au milieu des arbres. Là. Au milieu des arbres, l'opération est périlleuse. À 15 mètres du sol, descendez. Sécurité majeure, attendez. Pour le retard, c'est clair à gauche. Là, c'est clair à droite. Descendez, vertical. Descendez. 20 cm, 10 cm du sol. Et le plus à droite. Posé à l'avant du banc, 10 cm. Ok. Et on est posé à l'avant. Le capitaine Romain vient à notre rencontre. Son groupe de légionnaires est arrivé plus tôt, mettant en fuite les orpailleurs illégaux. Donc on est arrivé à 10 h du matin et tous en train de travailler et ils se sont échappés. Vous n'êtes pas arrivé en hélicoptère, vous êtes arrivé par le... Non, on est arrivé en hélicoptère, tous en hélicoptère. Sur le site, pas moins de 25 puits exploités par ceux que l'on appelle les garimperos, ces chercheurs d'or venus du Brésil. Ils creusent ces puits à la main? Ils creusent ces puits à la main à l'aide de ces pelles et pioches. Et donc là, ça veut dire que les puits peuvent faire combien de mètres là? Environ 10 pour les plus profonds, 15 à 20 mètres au fond. Et le but est d'extraire les cailloux dans lesquels on trouve l'or. Mon colonel, sur le plan physique d'abord, c'est très dur. On dit qu'il meurt, on va dire, au minimum un garimperos tous les jours sur la Guyane sans qu'on le sache. En sachant qu'il y a 10 000 à peu près orpailleurs clandestins. Entre 8 et 10 000. L'espoir de faire fortune est plus fort que tout. Les orpailleurs savent qu'ils peuvent retirer 1 à 2 kilos d'or par jour et par puits.
Les conséquences écologiques sont lourdes. Outre la déforestation, dans certaines zones, les garimpeiros utilisent du mercure. Un métal extrêmement toxique pour les villageois amérindiens des alentours. Le mercure est évacué dans les eaux, donc le petit poisson prend le mercure qui va le transformer dans le plus gros poisson. Et les Amérindiens, au fur et à mesure, donc, prennent du mercure en permanence au niveau du corps et donc entraînent des problèmes rénaux surtout. Problèmes rénaux mais aussi atteintes neurologiques et malformations fétales, une catastrophe sanitaire est en marche. Les militaires vont donc, comme à chaque fois, rester sur place plusieurs semaines pour décourager le retour des chefs de site. Ces derniers, équipés de quads, ont fui dès l'arrivée de l'hélico. Seuls restent les ouvriers repliés un peu plus loin dans la forêt. Nous partons à leur recherche, les renseignements qu'ils détiennent sont précieux et puis leur état de santé, dans cet environnement hostile, peut nécessiter une aide médicale. On se rapproche du village, donc restez derrière moi. Donc là, ils sont partis. Le premier village que l'on découvre a été abandonné précipitamment. Ouais, là, tout ça c'est balayé, il n'y a pas de feuilles. Parce que les feuilles ici tombent en permanence. Donc là, on voit qu'ici, il y avait une bâche. Donc là, on devine donc, leur appareil de cuisson. Ils ont laissé, vous voyez, un sac de... Ça, c'est un sac de linge. Il y a peu, vivaient ici des hommes et des femmes dans des conditions sanitaires déplorables. D'un coup, plus rien. Donc ils ont dû partir dans cette direction. Il y a plusieurs villages, donc plusieurs bases de zone vie. Il faut donc s'enfoncer un peu plus dans la forêt pour les rencontrer. Après quelques minutes de marche, les voix nous parviennent. Un groupe de garimpeiros est à quelques mètres. Voilà. À notre arrivée, pas de mouvement de fuite, ces orpailleurs ne peuvent pas aller plus loin. Après, c'est la jungle. Tu demandes combien ils sont ici? 11 8 lá. Aonde que tá escondido? Ali, escondido não, tá sentado ali. Tá sentado aqui? É. Então eu vou chamar ele. Il a dit il y en a 8 qui sont assis là, mais ils sont pas cachés, ils sont juste assis là. Ok. Ce légionnaire est portugais. C'est lui qui interroge Joao et Ernesto venus du Brésil. Tu trabalha no quê? Eu trabalho puxando carga, poço, em tudo eu trabalho. Puxando embaixo, eu trabalho no branco. Não peguei dinheiro ainda. Et il travaille dans la pluie et il tire la terre. Et il a dit qu'il n'a pas réussi à trouver de l'or. La conversation est aussi l'occasion de repérer les éventuelles urgences médicales liées à leurs conditions de vie. Comme ici l'eau est polluée et qu'on est obligé d'en boire, on a tous des problèmes. Des maladies, des maux de tête. À cause de quoi? Parce qu'ils boivent de l'eau pas propre. Ici, il y a beaucoup d'insectes et il y a beaucoup de... Ils ont le paludisme tous les deux, la malaria? Tive o doença palu. Conhece essa doença? Paludisme, malaria. Ah, malária, muita malária. Ele dá dor de cabeça, febre, fica mareado. Obrigado pela conversação. Obrigado. Nous continuons vers l'autre campement, un peu plus loin. Sur le chemin, les déchets sont partout, polluant les sols et les rivières. C'est ça qu'ils boivent? Oui, c'est ça. Alors, en ce moment, on est en fin de saison sèche, donc le niveau d'eau est bas. Du coup, l'eau est stagnante. Ils ont des petites fioles de liquide qu'ils mettent pour purifier l'eau, mais même avec la fiole, c'est pour ça qu'ils attrapent des maladies, surtout digestives. Les microbes dans cette eau croupie peuvent être à l'origine de maladies, mais aussi d'infections fulgurantes qu'il faut traiter en urgence. Pendant des siècles, ces agents infectieux invisibles à l'œil nu sont passés inaperçus, même auprès des scientifiques. C'est un médecin qui, le premier, a soupçonné ce risque infectieux, un médecin qu'on a pris pour un fou, alors qu'il avait raison. C'est l'histoire extraordinaire du docteur Semmelweis. Le docteur Ignaz Semmelweis avait compris avant tout le monde l'importance de l'hygiène dans chaque acte médical. Sa clairvoyance sauvera des milliers de vies. Il est pourtant mort à la fin du 19e siècle, incompris et rejeté par ses pairs. Terrible l'histoire de Semmelweis, médecin maudit Semmelweis. C'est une tragédie grecque en fait. C'est un héros malheureux. Toute la fatalité est sur lui et il est responsable de ses malheurs en partie. C'est à Vienne, dans le plus grand département d'obstétrique d'Europe, que débarque en 1846 un médecin d'origine hongroise, Ignaz Semmelweis. Très vite, le jeune assistant est confronté à cette fièvre mystérieuse répandue dans toute l'Europe. Elle tue des jeunes femmes qui accouchent à l'hôpital. Il observe cette horreur de l'époque
30% des jeunes femmes meurent dans la suite d'accouchement d'infection puerpérale. C'est une infection de l'utérus qui se généralise. Ces jeunes femmes meurent habituellement en 1 ou 2 jours. Personne ne cherche à expliquer le phénomène. On considère ces fièvres mortelles comme une fatalité. Mais pour le jeune assistant Semmelweis, la mort de ces jeunes femmes est intolérable. Il veut comprendre. Plongé dans les archives de l'hôpital, il fait un constat effarant. Si dans son service d'obstétrique, le taux d'infection puerpérale atteint des sommets, jusqu'à 30%, dans le bâtiment voisin, il n'est que de 3%. Quelle est donc la différence entre les deux? Il lui faudra des semaines pour arriver à une première conclusion. Il s'aperçoit que la seule différence qui existe entre les 2 maternités, c'est le fait que dans l'une, il y a des étudiants en médecine, et dans l'autre, il y a uniquement des sages-femmes. Et que font les étudiants en médecine? Ils font des autopsies. Ce serait donc là le début de l'affaire. Tous les jours, les étudiants pratiquent des dissections pour étudier l'anatomie. Dans la foulée, ils vont ausculter les jeunes accouchés, leurs mains encore souillées du sang des cadavres. Semmelweis soupçonne alors cette odeur si caractéristique qui imprègne les mains. On ne connaissait pas les bactéries, on ne connaissait pas les virus à cette époque. Il a l'intuition que cette odeur peut être porteuse de particules qui vont transmettre le mal. Mais comment confirmer cette intuition, sans microscope, sans expérimentation scientifique? Il n'arrivait pas à trouver la clé. Il était totalement bouleversé de ne pas pouvoir résoudre ce problème. En mars 1847, un événement tragique agit comme un révélateur. Jacob Kolletschka, ami de Semmelweis, se blesse pendant l'autopsie d'une femme morte de fièvre puerpérale. Il meurt en 3 jours, lui aussi, d'une infection généralisée. Pour Semmelweis, tout s'éclaire. Son ami a été contaminé par le même mal. Même symptômes, même mort. Il devait donc s'agir de la même maladie. Il y aurait donc un agent invisible qui contamine, conclut Semmelweis. Le mal serait transporté par ce qu'il nomme alors des particules cadavériques. C'était une idée totalement novatrice. Et pour éliminer des mains des étudiants ces particules cadavériques, il faut, selon Semmelweis, en éliminer l'odeur. Il propose quelque chose de simple. Il propose qu'ils se lavent les mains. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Semmelweis impose aux étudiants de nettoyer leurs mains à la sortie des autopsies avec une solution de chlorure de chaux. Les résultats sont immédiats. Il y a une chute complète de la mortalité. On passe de 25% à 3%. C'est d'une efficacité extraordinaire. Semmelweis vient d'inventer le concept d'asepsie. Il aurait dû rencontrer la gloire pour cette idée révolutionnaire. C'est tout autre chose qui l'attend. Une corporation de médecins obtus et conservateurs. Voilà à quoi va se heurter Semmelweis. Vienne était très conservatrice à l'époque, politiquement bien sûr, mais cela influençait aussi la communauté scientifique. À Vienne, la plupart des obstétriciens rejettent avec mépris le geste pourtant simple recommandé par le jeune médecin assistant. Se laver les mains, mais quelle aberration! Mais il est fou ce type! Ces gens étaient dans une camisole intellectuelle et ils étaient incapables de sortir de ce qu'on leur avait appris. Et le pire de tous, c'est le propre patron de Semmelweis, Johann Klein, le directeur de la maternité. Ce pauvre Klein était un homme médiocre qui avait réussi surtout par son entre-gens et ses relations politiques. Et Klein ne supportait pas cet assistant trop brillant et créatif, et donc Klein l'a éliminé. Semmelweis, le Hongrois, est tout bonnement renvoyé de l'hôpital autrichien. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Revenu humilié à Budapest, sa ville natale, Semmelweis accepte un poste d'obstétricien dans un hôpital modeste. Il déploie alors toute son énergie lors de conférences pour convaincre ses pairs. Mais l'homme a un caractère difficile. Et si vous voulez convaincre les gens, vous ne commencez pas par un affrontement. Imaginez, devant un congrès de 200 gynécologues en Europe, vous avez un personnage qui vous dit « Vous êtes des assassins, les femmes meurent à cause de vous, parce que vous ne vous lavez pas les mains, alors qu'on ne connaît rien. » Comme il n'est pas très diplomate, il dit les choses d'une façon certainement un peu abrupte, eh bien, il heurte et il n'est pas reçu du tout. Pourtant, Semmelweis sait qu'il a raison. Il met 4 ans à écrire un ouvrage dans lequel il expose sa théorie.
Ce livre est énorme, donc c'est déjà une erreur de communication. Il était mal écrit, c'est-à-dire qu'il était écrit dans un style, vous savez, pas limpide, donc il fallait vraiment ingurgiter 540 pages. Le livre est un nouvel échec. Dans un geste ultime, Semmelweis laisse exploser sa colère dans un pamphlet au titre mégalomane, lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique du monde. À tous les professeurs d'obstétrique du monde. Là, vous voyez bien qu'il a perdu le sens des réalités. Il ne sait plus ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Moqué, rejeté, Semmelweis sombre peu à peu dans la paranoïa et la folie. Ses amis et sa femme l'ont amené dans un asile à côté de Vienne, et là, il n'a pas voulu rester, et ils ont été obligés de le mettre en camisole de force. Dans son asile, Semmelweis aurait été battu, et l'une de ses blessures se serait gangrénée. Il meurt à 47 ans d'une infection généralisée. Cet homme n'a pas été compris, même si ses résultats étaient convaincants. Et il est mort de la maladie contre laquelle il avait combattu toute sa vie. C'est quasiment une tragédie grecque. Pourtant, il avait raison. Il avait raison, et aujourd'hui, on sait très bien que la meilleure façon d'éviter les contaminations portées par les mains, manuportées, eh bien, c'est de se laver régulièrement les mains au cours de tous les actes de la médecine. C'est seulement 10 ans après la mort de Semmelweis que les travaux de Louis Pasteur permettent enfin d'identifier les bactéries. Semmelweis avait imaginé leur existence, sans avoir jamais pu les voir. En 1924, sa mémoire est réhabilitée par un doctorant en médecine qui lui consacre sa thèse. Cet étudiant, c'est le jeune écrivain Céline. Dans ce village improvisé aux abords du site d'orpaillage illégal, vivent des familles entières venues du Brésil. En espérant faire fortune, ces orpailleurs ont bravé tous les obstacles. Voilà. Et certains en gardent les stigmates. Qu'est-ce qu'il a sur l'épaule à gauche? Ils disent que acontece na ombro. Non, ça c'est parce que j'ai dû courir. J'ai marché depuis le Brésil, avec un gros moteur sur le dos. Et j'ai tellement couru pour échapper à la police fédérale que ça m'a laissé cette boule-là, sur l'épaule. C'est un kyste ou une boule de graisse. C'est sa famille qui est là ou pas? Ils disent c'est toi famille qui sont aquí. Non. Chacun a un rôle ici. Il y en a un qui porte, l'autre qui creuse, et les femmes qui cuisinent. En fait, c'est une chaîne et ils ont... Des femmes, des enfants qui vivent dans des conditions sanitaires effroyables. Un enfer qu'ils veulent tous quitter. C'est difficile, beaucoup plus difficile que ce que je croyais. Et donc elle veut repartir le plus tôt possible. Que va embora le mais rapide possible ou... Avec votre fils? Medial. Obrigado. Obrigado. Ciao. Obrigado. Mais ces clandestins sont piégés. Tout l'or qu'ils remontent, ils le donnent au chef de site en échange de nourriture ou de médicaments. 1 gramme d'or pour un cachet de paracétamol, l'équivalent de 30 €. Alors bien que ce ne soit pas leur rôle, les médecins militaires puisent parfois dans leur propre pharmacie pour leur venir en aide. Vous êtes médecin avant tout, donc même s'ils sont clandestins, même s'ils sont illégaux, même s'ils font quelque chose qui est hors la loi en France, vous intervenez quand même. On ne peut pas laisser quelqu'un qu'on va voir en train de souffrir ou mourir en disant c'est pas mon problème. La France est un état de droit, donc je pense que même sans être médecin, même sans être infirmier, n'importe qui devant quelqu'un qui est en train de souffrir sur le territoire français se doit de faire quelque chose. Il est temps de quitter ces légionnaires. Eux vont rester plusieurs semaines sur le site, avec des médecins. Des médecins militaires dont je comprends que le rôle est multiple ici en Guyane. Secours aux soldats, soutien à la population et parfois même un peu de médecine humanitaire. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage dans le monde de l'urgence. Un voyage qui nous a fait passer de ce que la technologie la plus moderne peut apporter à la médecine pour sauver des vies, jusqu'à la misère la plus absolue. Comme ici, en plein milieu de la forêt guyanaise, où des gens n'ont rien, absolument rien, pour se faire soigner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de médecine.